Loi numéro 28. Agissez avec audace. Si vous n'êtes pas sûr d'une démarche à suivre, ne la tentez pas. Vos doutes et hésitations affecteront votre exécution. La timidité est dangereuse. Mieux vaut entrer avec audace. Toutes les erreurs commises par audace sont facilement corrigées, avec plus d'audace. Tout le monde admire les courageux. Personne n'honore les timides. En mai 1925, 5 des commerçants les plus prospères dans le commerce de la ferraille française se sont retrouvés invités à une réunion officielle. Réunion officielle, mais hautement confidentielle, dans l'hôtel le plus luxueux de Paris. Débordant de curiosité, les hommes rencontrèrent l'hôte, le directeur général, Monsieur Lustig, a expliqué que le gouvernement avait prévu de détruire la tour Eiffel et que le métal serait vendu au plus offrant. Lustig leur a donné toutes les informations possibles, sans omettre le moindre détail. Quant à pourquoi, il a expliqué que la tour Eiffel avait besoin de nombreuses réparations. Réparations, comme c'était récemment dans les journaux. Les coûts d'entretien avaient augmenté et en période de crise, de nombreux Parisiens seraient ravis de le voir disparaître. Lustig leur a fourni des feuilles de papeterie gouvernementale remplies de chiffres tels que le tonnage du métal de la tour. En calculant les bénéfices possibles qu'ils pourraient tirer de la vente du métal, ils devenaient de plus en plus euphoriques. Les hommes d'affaires ont ensuite été conduits à la tour Eiffel dans une limousine, où Lustig poursuivrait son discours. Tout semblait si réel, une cible trop grande, trop extraordinaire pour ne pas être réelle, bien trop audacieuse. Plusieurs jours après la soumission des offres, l'un des 5 Amosiebi remarquait que son offre était la gagnante, et que pour sécuriser la vente, il devait venir à la suite de l'hôtel dans les 2 jours. Portant un chèque certifié de plus de 250 000 francs, l'équivalent d'1 million de dollars aujourd'hui. Cependant, M. P a commencé à avoir des doutes. Le tout semblait un peu étrange, suspect pour le moins. Pourquoi, par exemple, se sont-ils rencontrés dans un hôtel et non dans un bâtiment gouvernemental ? Pourquoi n'avait-il pas entendu parler des officiels à son arrivée? À son arrivée, M. Lustig, un maître escroc, a dépouillé M. P, non seulement de ses hésitations, mais aussi de tout l'argent qu'il avait misé sur la tour Eiffel. Quand M. P a réalisé qu'il avait été escroqué, aller à la police n'était pas une option pour lui. Sa réputation aurait été détruite, entraînant un suicide commercial. Tout le monde se serait moqué de lui, pointant l'homme qui pensait sérieusement acheter la tour Eiffel. Étonnamment, l'histoire ne se termine pas ici. Monsieur Lustig est revenu à Paris 6 mois plus tard et a vendu la tour Eiffel une fois de plus pour une somme en francs équivalente aujourd'hui à plus d'1 500 000 dollars. L'audace dans sa forme la plus vraie. La grandeur trompe l'œil humain. Cela nous distrait et nous émerveille, et c'est si évident que nous ne pouvons imaginer qu'il y ait une illusion ou une tromperie. Demander plus, met l'autre en position de défense, éliminant l'effet de grignotage du compromis et du doute, et surprend par son audace. C'est l'histoire d'Ivan le Terrible. En 1533, Vassili, le grand-duc de Moscou et souverain d'une Russie semi-unie, a proclamé son fils de 3 ans, Ivan IV, comme son successeur. Cependant, jusqu'à ce qu'Ivan atteigne sa majorité, sa mère Hélène aurait le pouvoir. Elle a cherché de l'aide auprès de son ami de confiance, le prince Ivan Obolensky, pour l'aider. Le clan Boyard, le parti opposé, empoisonna Helena et fit mourir de faim Obolensky en prison. À l'âge de 8 ans, Ivan était désormais un orphelin méprisé. Les boyards le traitaient durement. L'habillait de robe avec un sceptre, le moquait, se moquant de lui, le battant et bannissant son seul ami. Il errait dans le palais, mal vêtu, affamé, se cachant des boyards. Il est resté strictement silencieux pendant tout cela. Ils pensaient que leur plan avait réussi. Ils avaient écrasé le petit homme. Ivan n'était plus une menace. Ils pouvaient l'ignorer. Le 29 décembre 1543, Ivan avait 13 ans et demanda au prince André Chvisky, le chef des boyards, de venir dans sa chambre. Lorsque le prince arriva, la salle était remplie de gardes du palais. Il a même pointé du doigt, ordonnant l'arrestation d'Andrei, sa mort, et que son corps soit jeté aux chiens de sang de la royauté. Pension. Au cours des jours suivants, Ivan fit arrêter et exiler tous les proches associés d'Andre. Les boyards étaient maintenant mortellement terrifiés par le jeune futur Ivan le Terrible. Des gens qui avaient les planifiés et attendus pendant 5 ans pour prendre leur revanche avec cet acte rapide et audacieux qui sécuriserait son pouvoir pour des décennies.